Vous allez nous parler de la forêt sous pression. Oui, donc merci. Oui, donc comme je savais que Nathalie allait parler en détail de la partie santé des forêts, donc moi je me suis, du coup, je vais pas vraiment parler de santé des forêts. Donc je vais parler de la pression parce qu'il y a, du coup, on a vu le problème de la pression que la forêt subit vis-à-vis donc du climat. Mais il y a aussi toute la pression vis-à-vis de ce qu'on lui demande à la forêt aujourd'hui, et on lui en demande de plus en plus. Alors, avant de commencer là-dessus, comme moi je viens d'un labo de climatologue, je vais mettre une casquette de climatologue parce que je pense que c'est intéressant de faire un petit rappel sur les changements climatiques attendus en France et en Europe de façon plus générale. Et donc ça, c'est quelques extraits du dernier rapport du GIEC qui a fait quelques synthèses qui sont intéressantes. En particulier, là, ils ont montré, parce que une des choses qui est assez parlante, c'est les événements extrêmes. Ça, on les perçoit évidemment très bien. Et puis, donc, ils ont regardé quel était l'accroissement de la probabilité d'arrivée d'événements extrêmes, donc d'événements avec un retour à 10 ans ou à 50 ans. Et quelle était donc l'augmentation donc de ces fréquences d'événements sur un certain nombre de critères pour différents changements de température attendus, hein, donc suivant qu'on est dans un monde où on reste dans ce qu'on était censé vouloir, c'est-à-dire 1,5 degré, 2 degrés, ou si on bascule donc dans un monde à 4 degrés, qui est la trajectoire plus ou moins celle qu'on suit actuellement si on continue comme ça. Et donc vous voyez ici, alors, quelles sont les caractéristiques les plus sûres vis-à-vis du problème du changement climatique. Le premier, évidemment, c'est les canicules, hein, puisque la température augmente et donc on augmente. Alors non seulement la température augmente, mais en plus la variabilité climatique augmente. Donc évidemment, ça veut dire que la probabilité de fortes canicules augmente très fortement. Et vous le voyez, donc vous voyez ici, c'est ce qui est représenté sur le fait que à des événements à 10 ans, alors si je prends le cas à 4 degrés, vous voyez que les événements à 10 ans vont augmenter en moyenne par 10 fois. C'est-à-dire que des événements qui arrivent tous les 10 ans arriveront quasiment tous les ans. Et c'est encore plus notable, évidemment, quand on regarde sur des événements donc encore plus exceptionnels à 50 ans, puisque là, vous voyez que on peut avoir des augmentations qui vont jusqu'à 40 fois. C'est-à-dire que là, des événements qui étaient à 50 ans, eh ben, on va les voir arriver tous les 3-4 ans. Donc ça, c'est le changement des canicules. Autre événement important aussi, évidemment, c'est associé, c'est les sécheresses, hein, parce que souvent, qui dit canicule dit des périodes où il va peu pleuvoir, et en plus, le fait qu'on ait une température qui augmente fait que l'évapotranspiration augmente, et donc on consomme plus d'eau. Pour maintenir une certaine quantité d'eau dans le sol, il faut plus de précipitations. Donc on a aussi une intensité des sécheresses. Donc ça, c'est deux phénomènes qui, évidemment, sur la forêt sont très importants, à la fois le stress hydrique et le stress thermique. Donc vous voyez, bon là, l'augmentation est un petit peu moins forte, hein, mais sur un événement à 10 ans, on a une augmentation d'un facteur 4, ce qui est quand même évidemment très fort, dans le cas évidemment, dans le cas le pire, hein, de 4 degrés. Alors, la dernière autre chose qui est bien, enfin sur lesquelles on a vraiment une certitude, c'est l'augmentation des phénomènes de précipitation intense. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très très clair, c'est-à-dire qu'on va avoir des précipitations, ce qui s'explique assez bien, hein, par le fait que plus l'atmosphère est chaude et plus elle peut contenir d'eau. Et plus les océans se réchauffent et plus ils évaporent. Donc, si vous mettez ces deux phénomènes-là en même temps, évidemment, ça fait que dans les mêmes conditions climatiques, quand on a des précipitations, elles vont être beaucoup plus. Donc là aussi, on voit qu'on a une augmentation d'à peu près un facteur 3 donc de l'occurrence d'événements à 10 ans de précipitations. Alors ça, c'est vraiment les trois choses qui sont bien, sur lesquelles on a vraiment une certitude. Un autre phénomène sur lequel, par contre, on n'a absolument pas d'assurance, c'est le changement des fréquences. Là, je parle aussi d'un événement qui est important pour les forêts, qui sont les tempêtes. Là, il n'y a pas de signal, en tout cas clair, en particulier sur l'Europe, d'une augmentation, soit de la fréquence, soit de l'intensité
des tempêtes. Hein. Donc là, c'est vraiment les trois facteurs importants, canicule, sécheresse et précipitations intenses. Alors si on regarde un petit peu comment ça se passe en termes de précipitations et au niveau de la France, vous voyez qu'on a un peu une France qui est... Alors évidemment, les températures, vous voyez que on a des températures qui augmentent partout, mais pas de façon complètement homogène. Et en particulier, ce qui est intéressant, alors si on regarde la figure de gauche en bas avec les 4 degrés, vous voyez que en fait, c'est pas du tout les mêmes zones qui sont touchées l'hiver et l'été. Hein. À gauche, on a l'hiver et à droite, on a l'été. Vous voyez que l'hiver, c'est surtout les hautes latitudes qui vont voir une augmentation de température importante, alors qu'au contraire, pendant l'été, c'est plutôt dans le sud qu'on a une augmentation de température les plus importantes. Et sur les précipitations, alors globalement, là aussi, on a une France qui est un peu coupée en deux, avec plutôt plus de précipitations dans le nord et un assèchement très fort de toute la zone méditerranéenne. Mais là aussi, même si on regarde ce qui se passe dans le nord, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a globalement une augmentation de précipitations, mais c'est plutôt l'augmentation des précipitations d'hiver. Alors que vous voyez que si on regarde donc la figure en bas à droite, vous voyez que les précipitations, donc sur quand même une bonne partie de la France, vont avoir tendance à baisser l'été. Et donc ça, c'est quand même problématique parce que même si on voit en moyenne une augmentation des précipitations dans le nord, c'est pas forcément des précipitations qui vont être très efficaces puisque évidemment l'hiver, bon, on va du coup augmenter le ruissellement, mais les nappes se remplissent. Et donc c'est plutôt l'été évidemment, ce qui fait que même dans le nord, on risque d'avoir une augmentation des sécheresses. Bon voilà, ça c'était la petite introduction sur l'aspect climatique. Et donc maintenant je vais parler de ce qu'on demande à la forêt. Hein. Alors en fait, donc la forêt rend ce qu'on appelle beaucoup de services écosystémiques. En particulier, ce qu'on lui demande, c'est de nous aider à limiter le changement climatique, parce que évidemment c'est une masse de carbone dans la biomasse et dans les sols. Et donc actuellement c'est un puits de carbone. Hein. Il faut savoir que on a à peu près au niveau global les écosystèmes terrestres absorbent à peu près un quart de nos émissions de CO2. Hein. Donc c'est loin d'être négligeable. Il y a à peu près un quart par les surfaces terrestres, un quart par les océans. C'est-à-dire que la moitié de ce qu'on émet en fait est recapté, donc il y a déjà enfin si on n'avait pas ce phénomène-là, évidemment l'augmentation le changement climatique serait beaucoup plus violent, mais on voudrait évidemment qu'il nous aide encore plus. Et on a vu que d'un autre côté évidemment ces forêts sont fortement vulnérables vis-à-vis du problème du changement climatique. Alors les services rendus, il y a tout un tas de services, hein, des matériaux, surtout bon j'ai mis nourriture, c'est assez marginal, mais bon. On demande à la enfin, ça nous procure un certain nombre de matériaux. C'est comme je l'ai dit, un stock et un puits de carbone. C'est aussi un point important, un régulateur du climat local. Hein, et c'est un important réservoir de biodiversité. C'est aussi quelque chose qui protège contre l'érosion et les crues. Hein, donc, dans un contexte d'augmentation de risque de crue, c'est important. Et puis, évidemment, c'est aussi un lieu de loisirs. Et c'est un rôle patrimonial très important. Donc, effectivement, on voit que la forêt a de très nombreux rôles à jouer. Et quand on parle du rôle de la production, en particulier, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre des dernières réglementations, en particulier de la RTE 2020, ça impose une plus grande utilisation de matériaux biosourcés dans les constructions. Donc soit sous forme directement de bois d'œuvre, soit sous forme de panneaux isolants, ce qui a évidemment là un double avantage, c'est qu'à la fois on stocke du carbone dans l'isolant et évidemment en isolant on limite les besoins en énergie dans la construction. Et puis bon, le troisième cadre aussi, c'est l'utilisation du coup en bois énergie, qui va servir de substitution évidemment à des énergies fossiles. Donc là, par rapport à toutes ces demandes-là, il y a une augmentation très forte de la demande. Alors ce qui pose un problème, c'est que alors là c'est une étude qui a été réalisée qui essaie de regarder qu'est-ce qui se passait si on essayait d'intensifier l'usage de la forêt
par rapport à, donc, à des demandes, là, comme j'ai dit, qui sont entre guillemets vertueuses, c'est-à-dire soit pour soit du bois énergie, soit du bois d'œuvre. Hein. Et en regardant, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit il y a des forêts qui sont déjà activement gérées, où on peut, par exemple, diminuer les fréquences de rotation, etc., pour les rendre donc encore plus actives. Et puis à côté de ça, on a des forêts qui sont ce qu'on appelle en surdensité, c'est-à-dire que donc elles ont une densité qui fait qu'il y a une certaine mortalité des arbres en sous-bois qui n'ont pas assez de lumière. Donc on peut se dire, bah là, si on les récolte, on évite la mortalité à l'intérieur des forêts. Et puis il y a carrément aussi un certain nombre de forêts qui ne sont pas gérées du tout. Et se dire, bah voilà, si on lance la gestion sur les forêts, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, par rapport à un état, si on laisse tel que c'est aujourd'hui. Et bien, ce qu'on voit, en fait, c'est que dans tous les cas, finalement, alors la meilleure solution, c'est encore d'accélérer la gestion des forêts qui sont déjà intensives. S'attaquer aux forêts qui sont non gérées, c'est vraiment pas bon. Parce que finalement, quand on prélève, évidemment, d'abord il y a une partie du bois qu'on laisse sur place, on n'utilise pas tout, et ce bois il va se décomposer, et donc ça c'est du carbone qu'on va perdre. Donc si on fait le bilan de ça, ce qui se passe, c'est que pendant une période, vous voyez sur ces deux courbes-là, hein, on a une période où en fait on perd du carbone dans le système, et puis évidemment au bout d'un certain temps, on finit par en regagner. Et vous voyez que même dans le cas le meilleur, on a à peu près 30 ans avant de pouvoir regagner ce carbone qu'on a perdu. Et dans le cas de gestion de forêts qui sont abandonnées, vous voyez que ça va beaucoup plus loin que ça. Même au bout de 60 ans, on n'a pas encore récupéré le carbone qu'on a perdu. Et ça pose une question qui est très importante, qu'on appelle le problème de l'overshooting en anglais. Je ne sais pas la traduction en français, c'est le mot qu'on utilise. C'est-à-dire que du coup, on peut se dire, on va passer par une phase où finalement on va perdre du carbone, mais après on va en regagner. Sauf que ça veut dire que si on fait ça, vous voyez ça c'est une étude qui a été faite qui montre en fait l'impact sur la température. Donc si on monte puis ensuite on recapte du carbone, eh bien vous voyez qu'il y a un moment on va dépasser la cible qu'on attend avec du carbone. Et là il y a éventuellement des problèmes d'effets irréversibles qui peuvent se produire. Alors, une chose qui est importante aussi, c'est le rôle de la forêt sur le climat, parce que c'est essentiellement sur le climat local. Ça a peu d'impact sur le climat global, mais localement, ça peut avoir un impact assez important parce que les forêts transpirent énormément. Et donc elles vont refroidir. Alors c'est un processus assez compliqué parce que d'un autre côté, elles renvoient plus d'eau dans l'atmosphère, donc le bilan peut être un peu compliqué, mais c'est aussi un élément. La forêt a un rôle à jouer sur le climat local. Et là, vous avez un exemple. C'est une photo qui est prise par satellite de ce qu'on appelle de la température de surface. Hein. Donc sur une zone, vous voyez, vous avez des champs à nu, vous avez des champs qui sont encore verts, des forêts et puis un lac. Et donc vous voyez des énormes différences de température qu'on peut avoir de la surface entre où finalement la forêt arrive à maintenir une température qui est proche de la température de l'air, alors que sur du sol nu, on peut être là jusqu'à 10 ou 15 degrés au-dessus de la température de l'air. Alors, dernier point, évidemment, c'est une réserve de biodiversité importante. Là, j'ai juste montré un exemple en Île-de-France. Vous avez le nombre d'espèces de papillons qui ont été comptabilisés dans différentes communes. Et vous avez la carte des forêts. Vous voyez qu'il y a une très très bonne corrélation en fait entre le nombre d'espèces de papillons et la présence de forêts. Donc ça c'est aussi un élément très important. Alors là, autre point très important, c'est le rôle de la forêt comme un stock et puits de carbone. Donc vous voyez ici une représentation des puits de carbone, des puits et des stocks de carbone, donc à droite et en bas, des stocks de carbone et des puits de carbone d'un certain nombre de forêts, de différents types d'écosystèmes. Et vous voyez que clairement la forêt représente le plus fort puits de carbone au niveau français.
Et qu'en termes de stock, là, c'est un point qui est intéressant parce que vous voyez qu'on a séparé ce qui était forêt métropolitaine et forêt d'outre-mer. Et là, comme évidemment en France, on a une partie de forêt tropicale, vous voyez que c'est elle qui représente bien que la surface par rapport, enfin, soit pas extrêmement importante, c'est de loin le plus gros stock de carbone. Donc là aussi, c'est une question importante, c'est que évidemment, ça veut dire que ça, c'est des stocks de carbone qu'il faut parvenir à maintenir. Alors, donc la question, c'est que par rapport aux projections qui sont faites dans le futur, hein, et suivant les scénarios climatiques qu'on regarde, eh bien, les scénarios montrent que, ben, évidemment, plus on arrivera à baisser rapidement nos émissions pour atteindre une certaine cible et donc rester dans des températures raisonnables. Vous voyez que si on... bon, évidemment, si on baisse les émissions rapidement, on aura peu d'efforts à faire. Par contre, si on continue à maintenir des émissions très importantes, il y a un moment où on va, si on veut maintenir la température, être obligé de restocker du carbone qu'on a mis dans l'atmosphère. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle des émissions négatives. Et bon, il y a tout un tas de discussions autour de qu'on appelle la géo-ingénierie sur les méthodes à utiliser pour essayer de stocker du carbone. Et un des aspects de ce stockage de carbone, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, qui consistent à essayer d'utiliser les écosystèmes pour stocker le carbone. Et donc, bon, ça, c'est une étude qui a essayé d'estimer à l'échelle globale ce qu'on pouvait espérer. Alors, en fait, il y a un peu trois volets. Hein. Évidemment, le premier volet, c'est déjà de protéger les stocks de carbone qui existent. Parce que, évidemment, si on commence à déstabiliser ces stocks de carbone, donc, il y a un certain nombre de mesures à prendre pour protéger le stock qu'on a déjà. Et ensuite, bon, il y a un autre volet qui est d'essayer de restaurer les écosystèmes qui sont fortement dégradés. Donc vous voyez que ça permet de gagner. Et puis il y a un certain nombre de solutions sur les méthodes à appliquer, alors que ce soit sur la forêt, mais aussi sur les cultures, pour essayer d'avoir des systèmes qui permettent de stocker plus de carbone. Donc vous voyez que bon, l'estimation, c'est à peu près, vous voyez que les émissions actuelles, c'est 40 gigatonnes de CO2. Et ce qu'on peut espérer, mais vraiment dans le meilleur des cas, c'est à peu près 7 gigatonnes par an de stockage si on met vraiment tout en œuvre. Alors, ouais, je vais peut-être pas parler de ça, simplement pour rappeler que donc il y a un certain nombre de donc au niveau ce qui se passe en fait en France surtout, c'est que alors au niveau de la forêt, c'est effectivement le stock de carbone le plus important. Par contre, on a assez peu comme on l'a vu, on a assez peu de leviers vis-à-vis des forêts qui existent pour essayer de stocker plus. Et puis, on a assez peu de surface disponible où on pourrait, là, évidemment, on peut gagner beaucoup, c'est quand on fait de la reforestation ou de la forestation, c'est-à-dire des zones qui sont agricoles et où on replanterait des forêts, mais on a vraiment très peu de surface disponible, donc assez peu de potentiel. Là où on a pas mal de potentiel, c'est plutôt au niveau des cultures, où là, comme les sols sont déjà fortement dégradés, ont assez peu de carbone, finalement, il y a un potentiel assez important en appliquant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des méthodes de culture un peu plus... qui permettent de mieux conserver le carbone. Alors ça aussi, je vais passer là-dessus. Alors, pour vous parler d'une chose qui est importante, c'est que beaucoup des études qui sont faites actuellement, justement pour essayer de regarder ces histoires de stockage de carbone, en fait, ne prennent pas en compte le problème du changement climatique. Il y a très très peu d'études qui prennent en compte le changement climatique, et ça c'est effectivement problématique parce que ça peut complètement modifier les choses et aussi beaucoup d'incertitudes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on fait des projections vers le futur, en fait on passe par de la modélisation forcément, puisqu'on n'a pas d'observation, donc on est obligé de passer par des modèles pour essayer de prévoir. Alors il existe différents types de modèles. Donc il y a des modèles complètement statistiques, qu'on appelle les modèles de niche, donc qui essaient qui déterminent à partir des observations qu'on a aujourd'hui quels sont l'endroit où la forêt peut se maintenir, et donc on peut faire des projections en utilisant donc le changement climatique pour voir comment ces aires de répartition peuvent changer.
L'autre approche, c'est celle qui est utilisée dans les modèles de climat dans les modèles de végétation qui sont des modèles, on a dit mécanistes, c'est-à-dire qu'on essaie de représenter les processus biologiques, à la photosynthèse, la respiration, décomposition de la matière organique dans les sols, etc. Et puis, donc, qui sont, alors là, des modèles qui sont relativement simplifiés, justement sur les problèmes qu'on a pu voir, des problèmes de mortalité et de régénération. En général, ils n'intègrent pas ce genre de choses. Et puis, on a des modèles qui sont des modèles un peu plus complexes, alors souvent utilisés à des échelles un peu plus fines, mais qui, eux, vraiment regardent, eux modélisent chaque individu et regardent du coup la compétition et donc vraiment quelle est la mortalité et la croissance de la végétation. Et vous voyez que ça, c'est des projections donc, qui ont été faites à partir d'un certain nombre de modèles, donc avec un scénario, c'est pas 2010, donc là c'est à la fin du 21e siècle, donc un scénario climatique intermédiaire. Et donc, vous voyez qu'il y a de fortes divergences en fait entre ce que prédisent les différents modèles. En bleu, c'est plutôt on stocke plus de carbone, et en rouge, au contraire, on en perd. Et vous voyez que les deux extrêmes en fait du système, c'est d'un côté les modèles qu'il y a dans les modèles un peu mécanistes qui eux ont tendance à avoir plutôt un accroissement du carbone, alors que au contraire les modèles de niche, eux, au contraire, sont catastrophiques. Ils voient une perte de carbone partout, avec les modèles donc de croissance-mortalité qui sont un peu plus intermédiaires. Et bon, probablement, on peut penser que ce qui est quand même le plus proche de la réalité, c'est ces modèles de croissance-mortalité, parce que, comme je disais, le problème des modèles de niche, c'est que ils extrapolent pas, ils sont pas capables de prendre en compte finalement les changements de réponse à la végétation, et en particulier, en général, ils prennent pas en compte, par exemple, l'effet de fertilisation du CO2 sur la végétation. À l'inverse, les modèles de type ESM, eux, au contraire, ont tendance à être un peu trop optimistes parce que ils sont pas capables de représenter justement ces processus de mortalité qu'on a vus et donc ne simulent pas suffisamment ni la mortalité ni la capacité de régénération des forêts. Et vous voyez que bon, il y a une très très forte incertitude. Et donc ça, c'est effectivement la grande difficulté, c'est que quand on nous demande qu'est-ce qui va se passer dans le futur, on a une très très forte incertitude parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Pas comme tu le disais très bien, Nathalie, il y a énormément d'inconnus sur le fonctionnement des forêts en particulier, et donc ça reste quand même une des grandes limites. Donc si on regarde maintenant ces fameuses solutions pour la mitigation carbone, il y a un certain nombre de limites de risques par rapport à toutes ces solutions-là. Bon, déjà, il y a le problème de la difficulté de l'évaluation. C'est-à-dire qu'après, si on met en place des systèmes comme ça, comment on fait pour évaluer le carbone qui a été réellement stocké? C'est compliqué à faire. Et donc, il y a pas mal de choses qui se mettent en place où clairement on n'a pas une comptabilité qui est très propre par rapport à ça. Il y a le problème du conflit d'usage des terres, puisque évidemment on a besoin de terres agricoles et je dirais même que si on veut aller vers une agriculture plus durable, donc plus de bio, etc., on a besoin de plus de surface, parce qu'on a diminué les rendements par hectare, donc on aurait besoin de plus de surface de terre, on aurait besoin de plus de forêts. On a aussi besoin de ce qu'on appelle des zones de réensauvagement pour la biodiversité, donc de zones qu'on laisse finalement sans intervention, et sachant qu'on est encore très très loin du zéro artificialisation, puisqu'on continue encore à perdre beaucoup de surface. Alors, un autre risque aussi, c'est le conflit avec les autres services écosystémiques, parce que si on commence à développer ces solutions de stockage de carbone, ça peut se faire au détriment d'autres services écosystémiques. Si on veut pousser le bouchon le plus loin, on peut prendre par exemple les forêts d'eucalyptus. C'est un monstre de production. Ce truc-là, ça stocke des quantités de carbone monstrueux. Donc, si on veut vraiment stocker du carbone, il faut couper les forêts tropicales et planter des eucalyptus partout. Et là, on stockera du carbone. Donc, c'est le risque évidemment qu'on peut avoir dans ces solutions-là si c'est pas pensé
dans une vision vraiment vraiment systémique de la question. Il y a aussi le problème de la durée et de la pérennité du stockage, qui est que si on met en place des solutions, si 20 ans après on repart sur autre chose, on risque de reperdre tout le carbone qu'on a mis. Et puis évidemment, il y a le problème de l'interaction avec le changement climatique, parce que si on met en place des solutions qui stockent du carbone, mais que à cause du changement climatique, on repère tout ce carbone-là, évidemment. C'est en particulier un des risques, c'est que on sait que la température stimule la décomposition de la matière organique dans les sols, et donc fait perdre du carbone. Donc il y a un risque de perte de carbone. Et puis donc on a eu effectivement tous ces problèmes de dépérissement, de risque, et voilà l'ensemble de ces questions-là. Donc pour conclure, donc on demande vraiment beaucoup de choses à la forêt, on en demande de plus en plus. En même temps, on voit qu'il y a ce conflit d'usage des terres avec l'agriculture et l'artificialisation. Il y a ce problème d'incertitude vis-à-vis du changement climatique. Et donc, les besoins, c'est une observation renforcée. On a encore besoin de travailler sur... d'abord, il faut des suivis, et comme le disait très bien Nathalie, des suivis sur le long terme, et maintenir donc des suivis sur le long terme, ce qui est très difficile à avoir, parce que souvent, avec les projets à court terme, avoir des observatoires qui se maintiennent sur des dizaines d'années, c'est très compliqué. Très important d'avoir des approches systémiques, et ça, c'est souvent ce qui manque. On ne garde qu'un aspect du problème. Et puis, il y a ce problème de la prise en compte de l'impact climatique qui reste encore, malheureusement, aujourd'hui, assez peu pris en compte dans toutes ces études, en particulier de modélisation, qui essayent de voir l'apport de ces solutions fondées sur la nature. Voilà. Bien. Monsieur l'importeur, peut-être prendre 2-3 questions encore techniques. Tigre. Tu as parlé de feu et d'incendie, et sur la dernière décennie et sur les projections, c'est quoi à peu près les ordres de grandeur? Oui, Il faut les faire par accroissement des incendies. Et en fait, du coup, j'avais au départ prévu de parler de vulnérabilité, mais du coup, comme je savais que Nathalie en parlait, je ne l'ai pas mis, mais j'avais mis, voilà. Là, c'est une carte qui montre l'augmentation du risque d'incendie, qui a été faite, donc une étude qui a été faite à l'INRA, et vous voyez que du coup, vous voyez qu'effectivement le risque d'incendie augmente fortement. Évidemment, l'augmentation à la fois combinée des sécheresses et des canicules. Donc, si vous avez en même temps, c'est souvent corrélé, une forte sécheresse et une forte canicule, évidemment, le risque d'incendie augmente très fortement. Et ce qu'on voit ici sur cette carte, c'est que si actuellement le risque est surtout dans tout le bassin méditerranéen et évidemment un peu dans toutes les Landes, ce risque augmente très fortement. Vous voyez qu'on voit apparaître un certain nombre de forêts, même au centre de la France, dont le risque d'incendie augmente. Philippe, bonjour. L'ONF a signé un document expliquant qu'en 2050, Fontainebleau aurait le même risque que les forêts du Var actuellement. Ah oui. Pour être basique. Et sur les bilans, sur les dernières décennies, sur le bilan de carbone, les pertes vraiment en carbone, le flux de carbone perdu par l'écosystème à cause des incendies. Alors, à cause des incendies, ouais, alors je crois que j'ai pas les chiffres là, j'ai pas les chiffres en tête. Donc il y a des études. C'est vrai que comme il y a eu évidemment toute une série de méga-feux, on voit apparaître cette notion de méga-feu qui n'existait pas. Alors je sais plus, je crois qu'il y a eu une étude qui a été, mais j'ai plus les chiffres, je risque de dire des bêtises. Je sais qu'il y a une étude qui a été faite en particulier sur les méga-feux au Canada, là, qu'il y a eu, et donc on voit qu'effectivement ça donne, par rapport au bilan annuel, c'est pas négligeable. Donc j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est pas un chiffre négligeable par rapport aux émissions annuelles. Donc effectivement, et ça c'est sûr que ça c'est quelque chose qu'on voit du coup les émissions liées aux incendies. Là il y a une tendance très nette à l'augmentation sur les dernières années, ça c'est clair. Et plus il y a de bois mort en forêt, plus il y a de combustible aussi. Donc
quand on conjugue nos deux visions du monde, là, ça amplifie encore à la fois l'intensité des feux et leur conséquences en termes d'édition. Oui, puis un point important, et c'est ce que tu disais, c'est l'interaction justement avec les pathogènes. Là, typiquement, ce qui s'est passé quand je suis dans le coin, sur la forêt de la Teste de Diebuche, là, en fait, les parcelles, il y a un certain nombre de parcelles qui étaient restées, qui n'avaient pas été brûlées. Et en fait, 2 ans après, ils ont tout coupé finalement parce qu'elles ont été attaquées par les scolytes. Et donc, il y a un effet de cascade comme ça qui fait qu'effectivement, il y a l'effet direct de l'incendie. Et puis ensuite, il y a ces effets, tu disais bien, sur le un peu plus long terme. Alors là, ça va quand même assez vite, mais c'est vrai que du coup, c'est pas fini. À la fin de l'incendie, on croit qu'on se dit, ben voilà. Et en fait, non, malheureusement, les effets se font sentir encore, même pour un incendie, qui est un événement ponctuel. Donc c'est vraiment ça, c'est la notion de cascade de risque, c'est vraiment ça nos fronts de recherche aujourd'hui. Hein. Oui, C'est vraiment une qui sont ça. et qui nécessite beaucoup d'interdisciplinarité parce que voilà, il y a le climat, il y a les insectes, il y a les maladies, il y a la gestion, il y a tout ça. Et puis il y a les mecs qui lâchent son mégot dans tout ça, quoi, aussi. Et ça, petit à petit, quand je parlais des modèles, c'est des choses qu'on commence à intégrer dans nos modèles. Justement, l'effet des insectes en cascade, il commence à y avoir quelques études qui montrent effectivement ces effets d'amplification qui sont liés à ces effets cascades. Ok, merci. Ben, je pense qu'on va faire une petite pause maintenant.